Hello à tous, je suis Gaspard et bienvenue dans ce premier épisode de Spark. Spark, c'est le podcast où l'on parle de longévité, d'optimisation, de sa santé et de performance physique en général. Le but, c'est de le faire simplement, concrètement et de manière scientifique. Donc chaque semaine, on va donner la parole à celles et ceux qui font avancer la santé proactive, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs, mais aussi des sportifs, des biohackers et des performeurs du quotidien. Et le but, c'est grâce à leur expertise ou à leur routine, de décrypter les nouvelles tendances de la santé, de faire le tri entre ce qui est prouvé et ce qui ne l'est pas, et surtout d'en retirer des actions concrètes pour mieux vivre et plus longtemps. Alors si tu es intéressé par ta santé, ton bien-être, si tu cherches à te remettre en forme, ou bien si tu es un athlète amateur ou un performeur du quotidien, ce podcast, il est fait pour toi. Hello à tous, je suis Gaspard, je suis très content de vous recevoir. Je suis passionné de sport, de longévité et je suis le cofondateur d'Aro. Aro, c'est un copilote de santé préventive qui va s'appuyer sur des tests sanguins avancés pour fournir un plan d'action très clair sur l'alimentation, l'activité sportive, les compléments alimentaires, le sommeil et la gestion du stress. L'objectif, c'est d'aider nos utilisateurs à vivre mieux aujourd'hui et vivre le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, je suis très content de recevoir le docteur Maxime Léger. Hello Maxime. Bonjour à tous, salut Gaspard, ravi d'être ici avec toi aujourd'hui. On est ravis de t'avoir. Donc dans cet épisode, on va d'abord, comme c'est le premier, poser les bases un peu de quelques grands thèmes sur la santé proactive, la longévité, qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on en est. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet sur des questions un peu plus précises en abordant des points clés comme les wearables, les tests sanguins et aussi les routines pratiques que tu as pu mettre en place. Mais d'abord, Maxime, je vais te demander juste de te présenter. Avec plaisir. Donc, Maxime Léger, donc, je suis médecin de formation, anesthésiste réanimateur, formé en France. J'ai la particularité d'avoir fait un parcours académique avec de la recherche et une thèse de sciences en biostatistique, donc pas mal de temps passé dans les études scientifiques. Et puis j'ai l'autre particularité d'être parti aux États-Unis, à San Francisco, exercer la médecine, l'anesthésie et réanimation à San Francisco pendant 2 ans. Là, donc je reviens tout juste en France. Et ce pourquoi je suis ici aujourd'hui avec toi, c'est que j'ai une vraie appétence et disons un attrait pour la médecine préventive et comment optimiser sa santé au quotidien. Et j'ai vraiment dévoré la littérature sur le sujet, je me suis vraiment intéressé à ça. Et donc c'est un réel plaisir d'échanger avec toi sur le sujet aujourd'hui. Trop bien. Et welcome back en France, comme il dirait de l'autre côté de l'Atlantique. Une autre info que tu n'as pas mentionnée, c'est que tu es aussi conseiller scientifique pour Aro. Donc on se connaît bien, on a l'habitude de travailler ensemble. Et en effet, c'est de par ton expertise sur les sujets de prévention, de longévité, qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à travailler ensemble. Tu as notamment une newsletter aussi à la source dont tu n'as pas parlé, que je recommande à tout le monde de lire attentivement parce que tu décryptes de manière super pédagogue des sujets essentiels et qui parlent à tout le monde. Une première follow-up question de ce que tu viens de dire. Tu reviens de San Francisco, tu y as passé plusieurs années. Qu'est-ce que tu as vu de nouveau là-bas? Qu'est-ce qui t'a impressionné là-bas, que ce soit sur la santé ou même sur d'autres sujets, qui va peut-être te manquer ou pas d'ailleurs? C'est une bonne question. La vraie différence aux États-Unis par rapport à la France, c'est là-bas, donc on n'a pas peur d'investir et on n'a pas peur d'investir sur sa santé, donc on n'a pas peur de payer pour sa santé. Et ça, c'est une vraie différence par rapport à la France. Et on voit bien que l'Américain, en tout cas, c'est notamment vrai en Californie, à San Francisco, l'Américain va vraiment investir sur sa santé. Et moi, je l'ai vu au cours de mes 2-3 dernières années à San Francisco, les wearables, donc c'est-à-dire les montres connectées, les rings, tout ça, ça a foisonné autour de moi. Et ça, c'est vraiment une tendance qui est en train d'augmenter aux États-Unis. Et j'ai l'impression qu'il arrive tranquillement en Europe aussi. Et moi, je trouve ça hyper stimulant et ça va vraiment dans le bon sens pour, en tout cas, devenir acteur de sa santé et prendre en charge sa santé au quotidien. Génial. Un autre point sur lequel je veux creuser de la présentation que tu viens de nous faire de ton parcours qui, du coup, si on le comprend bien, a 3 casquettes, celle de médecin, celle de chercheur et puis celle d'aventurier, entre guillemets, qui est parti exercer aux États-Unis pendant quelques années. C'est que tu es chercheur en biostatistique et recherche médicale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette casquette-là? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que tu as recherché dans ce domaine-là? Ouais, je vais essayer de faire simple. Les biostatistiques, en gros, tu vas réutiliser les données que tu vas avoir pour les études scientifiques,
pour essayer d'analyser les liens, de comparer les individus entre eux, des groupes d'individus entre eux. Et donc, tu compares des méthodes statistiques pour vraiment analyser ces résultats-là. Donc, voilà, le sujet de ma thèse de science et des recherches que j'ai fait, c'était vraiment de comment tu analyses les données pour tirer des vrais liens qui peuvent être utiles au quotidien et vraiment apporter une valeur dans les recommandations scientifiques et médicales que tu pourras faire. Si je comprends bien, t'es un radar pour filtrer le bon et le moins bon de ce qui se passe sur PubMed et globalement des études scientifiques qui vont sortir. Exactement. Disons que j'ai un peu cette expertise-là de pouvoir lire une étude et d'arriver à comprendre ce qui est biaisé ou moins biaisé dans ce qui est raconté dans les études scientifiques. Ouais. Hyper important et d'autant plus important, ça me donne envie de rebondir sur ce sujet. Alors, on va pas exactement suivre le plan initial, mais j'ai compris depuis maintenant un petit moment que je m'immerge dans ce milieu de la longévité, de la santé proactive, que faire des études, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est sur du temps long. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus? Pourquoi c'est plus compliqué de faire des études sur ces sujets de prévention de longévité et quels sont du coup nos leviers et tes leviers à toi pour faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est moins bon sur ce corps de recherche? Ouais, c'est encore une question hyper pertinente. C'est le problème. La santé préventive, l'idée, le concept de la santé préventive, c'est d'agir en amont, d'agir avant que les problèmes arrivent. Et donc, c'est d'agir tôt par rapport à la survenue des maladies. Donc, en fait, si on veut vraiment voir un effet sur la santé préventive, il va falloir suivre les personnes, les individus pendant plusieurs années. Donc, c'est des études qui coûtent cher et qui sont rarement faites en pratique. Donc, on réutilise en fait des données de suivi de patients, mais du coup, c'est pas des données qui sont contrôlées dans le temps, et donc c'est source de beaucoup de biais. Et donc, on va tirer des traits, des liens de causalité qui sont pas toujours vrais, et donc parfois c'est des liens qui sont un peu frauduleux, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et donc, beaucoup de méthodes statistiques sont utilisées. Il y a des bonnes études qui font bien les choses, mais malheureusement, il y en a aussi qui font moins bien les choses de manière moins rigoureuse. Et donc, voilà, le souci, c'est les données pour la santé préventive, c'est que ça met du temps, ça demande de l'argent, et il n'y en a pas forcément beaucoup. Et donc, il va falloir trouver les vraies données robustes et celles qui sont vraiment utilisables pour être appliquées au quotidien et avoir un effet levier sur sa santé au quotidien. Ouais. Hyper intéressant parce que, en effet, et c'est quelque chose que tu nous dis assez régulièrement, l'objectif in fine, c'est d'avoir un vrai impact concret et parfois améliorer telle chose d'un point de vue statistique, en fait, n'a aucun impact sur le quotidien de personne et donc c'est pas forcément quelque chose qui est intéressant à mettre en place, sachant qu'on va toujours naviguer dans beaucoup d'informations aujourd'hui sur la prévention, beaucoup de recommandations et on en parlera un peu plus à la fin. Et donc, je trouve ça assez important de savoir faire le tri parce qu'in fine, ce qu'on veut, c'est avoir suffisamment peu, entre guillemets, de choses à mettre en place pour que ce soit possible de mettre en place sans que ce soit culpabilisant, stressant, qu'on ait 1 milliard de trucs à faire. Et donc, réussir à faire ce tri, c'est essentiel pour prioriser les bons éléments et les bons choix finalement. On l'a compris, tu es passionné par la prévention, tu as ta newsletter. Et donc, commençons par aborder quelques grands thèmes un peu généraux pour mieux permettre à nos auditeurs de mieux comprendre de quoi on parle concrètement. Une première question, c'est est-ce que toi, en tant que médecin, tu peux nous définir qu'est-ce que c'est que la santé préventive ou proactive d'ailleurs, je ne sais pas toujours bien définir s'il y a une différence, et la longévité? Santé préventive, santé proactive, bon, c'est juste de la définition, c'est globalement agir en amont de la survenue des problèmes pour, disons, optimiser le bien vieillir, c'est-à-dire vieillir sans survenue de maladies ou de complications ou de dépendance, handicap, etc. Donc c'est vraiment agir en amont de la survenue de tout ça. Donc ça s'oppose à la médecine curative qui est celle de traiter quand la maladie ou le problème apparaît. Donc il y a toute cette thématique-là de la santé préventive qui est vraiment en train de grossir et sur lequel on va pouvoir avoir des actions, des leviers au quotidien. Et ça va être hyper intéressant car c'est tout un champ différent d'actions qui est possible, qui va de l'alimentation, la nutrition, en passant par le sommeil, en passant par l'activité physique, la santé mentale. Donc tout ça, c'est regroupé dans la santé préventive. Ok. Et la longévité, est-ce que tu vois... C'est juste un sous-groupe de ça ou est-ce que pour toi c'est une définition qui est un peu différente? Qu'est-ce que tu penses? Parce qu'on sait que c'est un mot qui fait pas forcément consensus, alors j'entends souvent dans des podcasts américains, etc., alors ce qu'ils disent en anglais c'est longevity as a branding issue. En gros, la marque de la longévité est pas forcément hyper sexy. Qu'est-ce que t'en penses toi? Donc
Disons que c'est des nébuleuses qui vont se superposer. Le principe de la longévité, c'est vraiment vivre plus longtemps. Donc c'est vraiment augmenter l'espérance de vie. 100 ans, 120 ans, 130 ans, il y en a qui espèrent vivre encore plus longtemps que ça. Moi, je pense pas que l'objectif doit être de vivre vraiment plus longtemps, augmenter l'espérance de vie intrinsèquement, ne doit pas être un objectif en tant que tel. En tout cas, ça n'est pas personnellement un objectif en tant que tel. Je pense que réellement, l'objectif, c'est de bien vieillir, essayer d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé, donc celle sans survenue de complications. Et c'est là que la médecine préventive va avoir tout son intérêt et tout son effet. Au-delà de ça, il y a aussi toute la question de... Donc moi, j'ai parlé du lifestyle dans la santé préventive. Donc, les domaines que j'ai listés, c'est le lifestyle, c'est ce que nous, en tant qu'acteurs de notre santé, on va pouvoir mettre en place au quotidien. Après, il y a d'autres choses qui rentrent dans ce cadre-là. Il y a des traitements. Maintenant, on parle aussi de traitements. Il y a de la génétique sur lesquelles on va pouvoir modifier les choses pour agir en anticipation. Mais je pense que là où on va pouvoir se concentrer et s'intéresser, c'est sur le lifestyle. Et c'est là où, au quotidien, on peut avoir des gestes simples qui peuvent avoir un impact fort. Ouais. Ok. C'est hyper intéressant ce que tu me dis, parce que ce qu'on voit, c'est que c'est un corps de... C'est un domaine qui n'est pas limité aux gens qui veulent vivre jusqu'à 120, 130, 140 ans ou ad vitam aeternam. En fait, ça peut toucher tout le monde. Et on a pas mal parlé du bien vieillir, mais pour toi, est-ce que les actions de santé proactive, et notamment les actions de lifestyle qu'on va mettre en place dans ce cadre-là, elles ont aussi un impact concret à court terme? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs souvent... J'entends le fait que, bah oui, mais c'est pour dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, j'ai autre chose à faire maintenant. C'est vrai, ça agit sur la mortalité à long terme, ça agit pour éviter la survenue de maladies chroniques, mais ça va aussi agir sur le bien-être au quotidien. Et mettre en place des petites routines simples va déjà avoir un effet dans quelques jours, quelques semaines, ne serait-ce que sur la qualité de ton sommeil, ne serait-ce que sur le ressenti de ta santé mentale, sur de la perte de poids. Déjà, réussir à perdre du poids, c'est déjà un effet que tu peux avoir à très court terme. Sur la capacité à faire des efforts physiques du quotidien, monter des marches, soulever des courses, c'est déjà des choses qui peuvent se ressentir au quotidien et qui en plus vont avoir un effet à plus long terme. Et donc c'est en ça que c'est, disons, une cartouche à double effet, quoi. Ok. Et est-ce que tu penses que justement pour rendre le sujet désirable pour les gens qui aient envie de s'y intéresser, il y a un vrai enjeu de montrer les effets court terme en plus des effets long terme, c'est ça, pour que les gens s'y intéressent, qu'ils ne soient pas à procrastiner entre guillemets sur les actions à mettre en place? Ouais, carrément. Et je pense que c'est d'ailleurs un des écueils qu'a eu la médecine traditionnelle, c'est de vraiment présenter la médecine préventive pour éviter la survenue de maladies. Ça, c'est pas très sexy de dire faites ceci pour éviter d'avoir un cancer. Et je pense que ça serait plus intéressant et plus efficace de présenter les effets bénéfiques et positifs, et notamment sur son ressenti, sur la capacité à jouer avec ses enfants, sur le bien-être. Ouais. Ouais. Et globalement, enfin moi je le vois personnellement, comme je le disais en intro, moi je fais beaucoup de sport, j'ai beaucoup d'objectifs du coup liés au sport, etc. Et toutes les actions que j'ai pu mettre en place autour de ces piliers dont tu as parlé, que ce soit sur de l'alimentation, sur les compléments alimentaires, sur du sommeil, etc., ça a été vraiment des boosters pour atteindre mes objectifs. Et ça, c'est un vrai levier de kiff au quotidien, de satisfaction, de me dire je mets des piliers qui font que je me rapproche de mes objectifs, et en plus de ça, qui vont avoir des effets parallèles positifs sur mon énergie au quotidien, ma forme, ma clarté mentale, mon humeur, mon attitude avec les autres, etc. Et moi, c'est vraiment, en effet, et c'est pour ça que je suis content de te recevoir aussi aujourd'hui, c'est un des messages qu'on veut faire passer avec ce podcast, c'est en devenant acteur sur ces sujets-là, on peut vraiment avoir un impact hyper concret et tangible, et c'est important de le répéter régulièrement. Tu as parlé du coup des piliers lifestyle. Si on se focus un peu là-dessus, est-ce que tu arriverais à les classer en termes de degré d'importance? Qu'est-ce qui va avoir le plus gros impact? Si je dois me focus sur un sujet là à court terme, c'est lequel, et qu'est-ce que tu mettrais ensuite? Ouais, question compliquée. Si on reprend la littérature scientifique et si on veut prioriser, disons, ces différents domaines, je dirais en top one, c'est indiscutable. Le domaine qui a le plus de données scientifiques, celui qui est le plus robuste, c'est l'activité physique. C'est celui qui vraiment, on sait qu'il y a un impact dès J0, et ça sur la mortalité, sur la survenue de maladies chroniques. Après, c'est un domaine large. L'activité physique, ça veut dire plein de choses.
Dans activité physique, on va pouvoir sectionner tout ça en différentes sous-classes. Et donc, dans l'activité physique, on aura tout ce qui est activité aérobique. Donc, c'est celles qui vont faire augmenter ta fréquence cardiaque et qui vont faire travailler ta pompe cardiovasculaire. Donc, ça va être un des éléments importants de l'activité physique. Si je reprends les recommandations de l'OMS, c'est normalement au minimum 150 minutes par semaine. Il va y avoir aussi le renforcement musculaire, qui est hyper important, qui va devoir venir en complément des activités aérobiques. Donc ça, c'est un autre pilier important qui va pouvoir permettre de garder sa masse musculaire, car on sait qu'à partir de 30 ans, il y a un phénomène naturel avec le vieillissement, qui est la perte de muscles et de musculature. Et ça peut amener à d'autres complications à terme, le risque de chute, le risque de fracture, etc. Et donc... tout ça font partie de l'activité physique, ces deux grandes classes. Ensuite, au-delà de l'activité physique, si je continue de prioriser les domaines, en deuxième, je mettrais peut-être le sommeil, qui a aussi pas mal de données scientifiques qui montrent que pas assez dormir va impacter ta santé mentale, mais va aussi impacter la survenue de maladies chroniques. Mais trop dormir aussi va avoir un effet, donc c'est une courbe en U. Et globalement, dormir entre 7 et 8 heures semble être, pour la moyenne, la dose recommandée. Et puis après, en troisième domaine, je mettrais peut-être la nutrition, mais la nutrition plus entre guillemets, parce que les données elles sont très très larges, très hétérogènes. On a du mal à savoir vraiment ce qui est bon, moins bon. Il y a beaucoup de théories, beaucoup d'idées qui s'entrechoquent. En tout cas, ce qu'on sait sur la nutrition, c'est que globalement, l'idée, c'est d'obtenir un poids santé en contrôlant sa nutrition. Il n'y a pas un type de régime qui semble être mieux qu'un autre, mais ce que je recommanderais, c'est plutôt éviter au maximum les aliments ultra transformés, parce que c'est ce qui ressort dans la littérature scientifique. Favoriser les fibres pour éviter ces aliments ultra transformés. Et après, globalement, disons que c'est des faits qui seront plus accessoires. Ok. Et donc, les fibres, pour vraiment qu'on parle de manière très actionnable, qu'est-ce qu'il faut manger et à quelle fréquence pour avoir les bons apports en fibres? Ouais, donc c'est fruits et légumes, les fibres. Je rajouterais aussi les légumineuses qui sont lentilles, les haricots secs, etc., qui vont être une bonne source de fibres et en même temps aussi de protéines. Donc, c'est une bonne source de protéines végétales. Mais voilà, assurer un apport suffisant de fruits et légumes. Les recommandations des 5 fruits et légumes par jour sont une vraie bonne recommandation. Rajouter les légumineuses en association et puis quelques céréales. Et puis, je pense qu'avec ça, déjà, on a une bonne base d'apport. Ouais. Oui, et après, il y a tous les apports, évidemment, protéines, etc., qui sont nécessaires, oméga 3, via Exactement. Tout ça, c'est des choses qui vont en annexe de tout ça. Mais avoir un apport suffisant en protéines, ça va être indispensable, notamment pour garder sa structure musculaire. Et ça, c'est surtout vrai pour... une deuxième partie de vie, lorsqu'on va avoir vraiment une perte, une sarcopénie, donc une perte du muscle. Et c'est encore plus vrai chez la femme. Et puis, bien sûr, les oméga 3 pour la santé cardiovasculaire. Mais on pourra rajouter les autres vitamines, etc. Mais encore une fois, c'est plus précis là-dessus. Ok. Et tu as parlé de sommeil. Alors, cette courbe en U, je suis curieux de creuser 2 questions. La première, c'est quand on manque de sommeil, donc tu disais survenue des maladies chroniques. Concrètement, comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Parfois, je pense que les gens ont un peu du mal et c'est pour ça que c'est souvent un levier, je pense, qui est assez sous-coté, le sommeil. Les gens le priorisent assez peu versus la nutrition ou l'activité sportive qui sont plus communs. Un exemple concret de ce qui peut se passer dans le corps quand on manque de manière chronique, entre guillemets, de sommeil. Ouais, carrément. Donc, les études montrent que, en gros, en dessous de 6 heures de sommeil par nuit, il commence à y avoir des effets sur l'organisme. Un des effets connus, c'est une augmentation de l'insulinorésistance. Donc, on va avoir du mal à métaboliser facilement le sucre. À terme, ça peut aboutir sur un risque de survenue de diabète. Mais c'est aussi vrai par le fait que dans ce rythme de vie, à moins de 6 heures de sommeil, on s'alimente probablement moins bien aussi. Et donc, voilà, c'est probablement une spirale négative qui fait que, oui, voilà, un exemple concret, c'est l'insulinorésistance avec le risque de survenue de diabète. Ok. Et après, quand on dort trop, alors ça, j'étais pas au courant, moi, que quand on dormait trop, ça pouvait aussi être négatif. Est-ce que tu as pareil, un exemple d'impact? Ouais, ça, disons que la causalité est probablement moins robuste, mais il a été montré qu'il y avait une association entre ceux qui avaient des durées de sommeil qui dépassaient les 9-10 heures, avec des augmentation de l'insulinorésistance aussi, prise de poids, hypertension artérielle, maladie cardiovasculaire.
Ok, donc il faut dormir le bon nombre. Et on a une partie après pour parler des wearables qui ont notamment d'abord explosé sur les sujets d'activité sportive, mais aussi beaucoup de sommeil. Donc on pourra revenir là-dessus après quand on parlera de justement de ces objets connectés. On a parlé des 3 plus importants piliers. Est-ce que tu as un pilier qui est peut-être moins essentiel que ces 3-là, mais que tu mettrais aussi en avant, qu'on oublie parfois, ou tu dis globalement, si on a déjà tout bon sur ces 3-là, on couvre une bonne partie? Non, donc je parlais dans ces piliers, ce qu'on pourrait rajouter, la santé mentale, j'en ai parlé. Encore une fois, c'est des choses qui s'entrebriquent. Donc le sommeil va agir un peu sur la santé mentale, etc. Mais c'est sûr que dans la santé mentale, on peut mettre tout ce qui est la communauté, avoir une interaction sociale. C'est quelque chose qui va être primordial, et ça a d'ailleurs été montré dans la littérature que garder des contacts sociaux avec sa famille ou avec ses amis va avoir un vrai impact sur sa santé et sur sa longévité. Sinon, tout ce qui est, je dirais, environnement, là-dedans, il va y avoir l'exposition aux toxiques. Donc ça peut être les toxiques, l'air ambiant, la pollution atmosphérique, mais ça va être aussi alcool, tabac, drogue. Tout ça font partie du lifestyle, et c'est des choses qu'on va pouvoir actionner et sur lesquelles il va y avoir un vrai impact au quotidien sur notre santé. Ouais. Ok, hyper intéressant. Ce que je trouve passionnant et moi aussi qui m'intéresse énormément au quotidien, c'est cette imbrication dont tu parles. C'est le fait qu'en fait, tout est connecté. La santé mentale va être liée au sommeil, le sommeil va être lié au métabolisme. Donc finalement, il y a aussi des connexions entre la santé mentale finalement et son métabolisme. Tout est un peu lié. Et c'est là où aussi, est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait qu'aujourd'hui, notre approche, notamment parce que c'est comme ça qu'organise notre système curatif, est souvent trop silotée. On regarde un peu chaque bout par le trou de la lorgnette, et on a assez peu de solutions ou d'acteurs qui vont avoir ce regard qu'on appelle parfois holistique, mais moi je préfère dire peut-être multifactoriel entre guillemets. Ouais, non, mais t'as raison. La médecine traditionnelle, elle s'est organisée surtout par organes initialement, et après par maladie d'organes. D'ailleurs, c'est comme ça que moi j'ai appris la médecine, et notre concours national, les items, c'était souvent des maladies par organes. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu, ça fonctionne un peu en silo, et de toute façon on a des médecins spécialistes par organe, et c'est vrai qu'on sent qu'avec la médecine préventive, c'est tout un champ holistique, comme tu l'as dit, ou fonctionnel, ou en tout cas de globalité qui va rentrer en jeu, où en fait agir sur un domaine va retentir sur un autre, qui va nous permettre d'agir sur un autre domaine et qui va retentir sur le premier. Et c'est en ça que je trouve ça hyper intéressant, c'est que en mettant en place quelques routines au quotidien, on va pouvoir mettre en place une spirale positive qui va nous donner des leviers motivationnels, qui va nous permettre de mettre en place d'autres routines. Et ça, c'est vraiment bénéfique, parce qu'on va avoir un retour sur investissement facilement visible, et qui va nous pousser à en mettre en place d'autres. Hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Par contre, là où on revient sur un sujet qu'on a abordé juste avant, c'est que du coup, tout est multifactoriel, le spectre d'action est hyper large, et donc il y a un vrai enjeu de savoir prioriser quelles sont les bases, quelles sont les actions les plus poussées, entre guillemets, qui vont nous permettre d'aller chercher les optimisations, les petits plus. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que toi, tu promeux vachement, qu'on essaye aussi de nous promettre de mettre en avant avec Caro. Voilà, c'est crescendo, savoir quels sont les piliers essentiels, qu'est-ce qui est du tier 2, tier 3 en termes de priorisation, à adapter en effet. Et là, on va rentrer dans d'autres sujets de personnalisation, etc. Parce que, alors c'est une question que je vais avoir pour toi sur la personnalisation de cette médecine, mais il y a aussi un enjeu d'objectif qui va rentrer en compte. Et en effet, certaines personnes, il faut leur donner les 50% les plus importants. D'autres qui veulent aller chercher de l'optimisation, on va pouvoir déjà aller vraiment sur les 90% des recos. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement de cette logique il y a plein de choses à mettre en place, savoir comment prioriser, et du coup de la personnalisation qui va en découler, du fait que ça soit nécessaire d'adapter notre médecine beaucoup plus au profil du patient, mais aussi à ses objectifs, où est-ce qu'il veut aller demain et dans 15 ans. Non, mais je pense que ça, c'est super important comme sujet. En effet, on va voir qu'il y a plein de leviers à actionner, donc il va être important de les prioriser, parce qu'on ne peut pas mener plusieurs batailles à la fois. Je pense que dans la priorisation, il y a deux champs. Il y a ce qui va être important pour la personne, ce qui va être, on va dire, très impactant pour la personne. Et donc, ces leviers-là, ils vont devoir rentrer très haut dans le champ des priorisations, parce que une petite routine qui va avoir un impact énorme me semble devoir être dans la priorité top one pour la personne. Après, il y a aussi ce que la personne souhaite mettre en place, ce qui va être sa motivation principale.
parce que ça va être des leviers facilement atteignables parce que la personne est très motivée pour le faire. Donc, si la personne elle a vraiment envie disons de perdre du poids, disons que les leviers d'activité physique ou de nutrition seront facilement mis en place parce que la personne cherche à perdre du poids. Et donc, je pense que voilà, c'est les deux champs. Est-ce que le levier va avoir un impact important pour la personne? Et est-ce que la personne a une motivation forte pour ce levier-là? Et donc là-dessus, on va pouvoir prioriser. Hyper intéressant. Dernière question peut-être sur ces sujets un peu génériques. Voilà, on a posé les bases. J'espère que c'était clair pour tout le monde sur qu'est-ce que la médecine préventive, qu'est-ce que la longévité, où est-ce que on place les différents curseurs, les différents piliers. Une petite question pour ouvrir là-dessus. Où est-ce qu'on se dirige selon toi sur ces sujets d'ici 2030, 2040? Toi qui es au cœur du réacteur, qu'est-ce que tu vois arriver? Là, on voit bien que tout chamboule, tout va très vite. L'arrivée des objets connectés permet d'avoir de plus en plus de données. C'est quelque chose qui évolue très vite. On a de plus en plus de données facilement accessibles. La vraie question, c'est de savoir après qu'est-ce qu'on en fait de ces données, comment on va pouvoir les utiliser. Donc, on sent que là-dessus, il y a une vraie explosion de l'utilisation de la donnée. En parallèle, il y a toute l'explosion du digital et l'arrivée de l'intelligence artificielle qui permet de personnaliser tout ça. Donc on sent que ces briques qui vont s'imbriquer vont nous ouvrir un champ des possibles, arrivant jusqu'à la personnalisation à l'extrême et à l'individualisation de sa prise en charge. Et moi, je trouve ça hyper excitant parce qu'on va pouvoir avoir très facilement des coachs ou des assistants de santé qui vont nous connaître mieux que nous-mêmes et nous guider au quotidien dans l'optimisation de notre santé. Ouais. Génial. Écoute, on a hâte d'atteindre cette vision. Est-ce que tu as une idée on est à combien d'années de ce monde-là où on a tous notre copilote de santé contextualisé et personnalisé? Ça va hyper rapidement. Donc, je pense que là, d'ici les prochaines années, prochains mois, il y a à mon avis, des beaux projets qui vont mûrir et qui vont apparaître sur le sujet. Ouais. Génial. Tu as parlé de wearables, qui est en effet... Alors moi, c'est un des premiers thèmes que je vais aborder maintenant qu'on va parler de sujets un peu plus spécifiques, parce que je pense pas me tromper, en tout cas c'est une conviction que j'ai forgée sur le fait que ça a été aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup plus de gens s'y intéressent, etc. Alors c'est toujours difficile, où est l'œuf, où est la poule? Est-ce que c'est parce que les gens s'y sont intéressés et que les wearables sont explosés? Mais on sent que depuis l'arrivée d'abord de l'Apple Watch, puis l'adoption des Garmin, et maintenant il y a les Whoop, les Oura et de plus en plus d'objets, en fait chacun s'est rendu compte qu'on pouvait avoir accès à la donnée sur son corps, que cette donnée... Comme souvent, on est des bons élèves, on a envie de l'améliorer, etc. Et j'ai l'impression que ça a vraiment mis les bases de plein de choses. Pourquoi, selon toi, du coup, les wearables peuvent jouer un rôle important? Et notamment, derrière les wearables, ce qu'il y a, c'est de la data, de la mesure. Quelle est l'importance de mesurer, justement, dans cette approche proactive de sa santé? Donc, avec l'arrivée des objets connectés, on a des mesures facilement accessibles et en continu qui nous permettent d'avoir vraiment une visibilité continue au quotidien en temps réel sur notre santé. Donc c'est hyper intéressant car ça va nous permettre de suivre de manière facile des changements, des leviers qu'on met en place au quotidien, des changements d'alimentation, des changements de sommeil, de routine dans l'activité physique, et de voir si ça a un impact positif ou négatif sur ces traceurs, sur ces données de santé. Et donc ça, c'est un vrai point positif par rapport à ce qui existait il y a quelques années, où en fait on ne voyait notre médecin que de manière itérative, espacée de quelques mois. Et donc le retour, le backup, on l'avait vraiment que de manière très épisodique, et c'était moins efficace. Là, vraiment, nous-mêmes, on va pouvoir devenir acteurs via ces objets connectés. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point, je dirais plutôt négatif, c'est on a une donnée, on a de la data, est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est réellement facilement utilisable? Donc ça, là-dessus, on sait qu'il y a quand même pas mal d'hétérogénéité en fonction du type d'appareil connecté. Sur de la montre connectée, il y aura une robustesse sur la donnée qui est assez intéressante, que ce soit sur la fréquence cardiaque, ou même les analyses de qualité, durée de sommeil sont relativement fiables, même si ça ne vaut pas une polysomnographie. Globalement, on sait que c'est assez fiable, et donc ça, c'est hyper intéressant. Après, voilà, par exemple, si on va sur de la balance connectée, on sait que là, il y a quand même encore pas mal de choses à améliorer. Mais donc voilà, en fonction de l'objet connecté, la fiabilité, elle sera plus ou moins discutable. Et donc c'est quelque chose aussi qui va m'amener à un troisième point, c'est de savoir après, faut pas arriver sur du jusqu'au boutisme, à regarder la donnée, à devenir
disons, obsessionnel sur l'amélioration de sa donnée, parce que le risque, c'est de basculer sur l'obsession en permanence de la performance de la donnée. Et donc, je pense qu'il faut vraiment l'utiliser comme un outil. C'est simplement un outil qui nous aide au quotidien et on doit rester dans ce cadre-là, je pense. Ouais, 100%. Et c'est une critique qu'on a beaucoup entendue. Alors, il y a des points positifs et des points négatifs avec ce personnage, mais une des figures qui a beaucoup fait connaître ce mouvement, c'est Brian Johnson aux États-Unis, ce milliardaire qui veut ne pas mourir et qui, en effet, beaucoup de gens le critiquent sur le fait de, à vouloir tout optimiser, tout mesurer. Finalement, il ne vit plus parce qu'il passe son temps à mesurer. Alors, maintenant, il a fait une série Netflix pour montrer que c'est pas le cas, etc. Le but, c'est pas de lui faire un procès d'intention ici. Il y a du positif dans ce qu'il fait. Mine de rien, il a permis de démocratiser en partie certains messages qui sont assez positifs. De l'autre côté, il va parfois beaucoup trop loin et pas toujours dans la véracité scientifique. Mais c'est pas forcément l'objet du podcast aujourd'hui. Si tu devais en choisir ce serait lequel? Un wearable qu'on devrait tout savoir si on devait prioriser l'achat d'un wearable, et en deuxième, troisième position, lesquels tu mettrais? Pas forcément sur une marque ou un objet, plutôt sur le type de wearable qui va apporter de la valeur. Aucune promotion, hein. Moi je n'ai pas d'affiliation particulière pour une marque ou autre. Moi j'ai ma montre connectée ici. Je pense que déjà avoir un suivi de son nombre de pas quotidien, c'est quelque chose qui a été montré dans la littérature, qui est hyper efficace. Il y a même des études qui ont montré que juste le fait de faire porter une montre connectée à des patients, juste le fait de tracer ça, permet d'augmenter son nombre de pas de 1000 pas par jour. Et donc ça, on sait que c'est un vrai impact sur son bien-être au quotidien et sur sa santé au décours. Et donc je pense que avoir un appareil qui permet de mesurer son nombre de pas, c'est déjà un début. Et puis après, on peut commencer à aller un peu plus loin, parce qu'il y a l'analyse de la fréquence cardiaque, de la variabilité de sa fréquence cardiaque, là, le fameux HRV, qui permet de voir un peu ses phases de stress ou ses phases de moins de stress. Et ces montres connectées, elles permettent aussi d'analyser la qualité et sa quantité de sommeil. Donc je pense que je choisirais la montre connectée qui est assez polyvalente et qui donne des données assez fiables. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai commencé par ça. Alors maintenant, après, quand on veut aller plus loin, il y a des outils pour le sommeil spécifiquement qui sont plus précis. Mais en effet, c'est moins polyvalent. Encore une fois, il n'y a pas d'affiliation. Moi, j'utilise Whoop pour le sommeil. Je l'ai acheté dans un temps 2, après avoir d'abord eu ma montre connectée qui m'a servi pour le sommeil au début, mais pour le sport, pour mon nombre de pas, comme tu le disais, pour même les calories, etc. Voilà, c'est très polyvalent. Et après, si on veut aller plus loin, un peu plus précis, il y a des outils. On connaît les bagues Oura, Ring, Ultrahuman et les bracelets Whoop qui sont tous assez fiables quand même sur les données de sommeil et qui aident vraiment, si on aime un peu la data sans être dans le jusqu'au boutisme. Moi, j'ai vraiment vu un impact quand même de mieux traquer mon sommeil pour savoir exactement combien de temps je dors par nuit. Je me rendais pas vraiment compte qu'en fait, j'ai toujours des micro-réveils pendant la nuit, des petits machins. Et donc, en fait, je manquais peut-être de 40 minutes de sommeil chaque nuit sans jamais m'en rendre compte et j'étais toujours un peu fatigué. Et une fois que j'ai compris ça, je vais juste rallonger mon temps au lit de 40 minutes et je me sens beaucoup plus énergique dans mon quotidien. Je récupère mieux mes séances de sport, etc. Est-ce que à l'inverse, il y a des wearables que tu trouves inutiles ou en tout cas que tu recommanderais vraiment pas? Je dirais que ceux pour lesquels la fiabilité est encore moyenne, ceux-là, je recommanderais peut-être de les éviter parce que l'interprétation qu'on en fait sera biaisée. Et donc, quel impact on va avoir dans l'activation des leviers, c'est toute la question. Mais si je dois en donner un, c'est peut-être les balances connectées, où il y a quand même pas mal de données à l'heure actuelle qui montrent que l'estimation de la masse grasse, elle est soit complètement fausse, soit vraiment très approximative. Donc après, why not? Si c'est quelque chose qui t'intéresse d'avoir des chiffres, mais avoir des chiffres juste pour des chiffres et qui sont très loin de la vérité, voilà, c'est là où je mettrais peut-être plutôt des guillemets sur l'intérêt. Ouais. Et donc là, si on veut avoir de la donnée fiable sur masse grasse versus masse musculaire,
Le seul remède, du coup, c'est le Dexascan. Ouais, des ASAN. Après, il y a des bonnes balances d'impédance-métrie qui peuvent être une bonne alternative. C'est déjà beaucoup mieux que les balances connectées que vous allez avoir dans le grand public. Ok. C'est des balances qui peuvent être disponibles chez certains nutritionnistes, etc. C'est des grosses machines, mais qui vont déjà, voilà, via un circuit électrique, donner des estimations qui sont beaucoup plus fiables. Et puis sinon, ouais, le Dexascan, mais bon, le Dexascan, ça envoie des rayons X, etc. C'est moins populaire en France, c'est beaucoup plus populaire aux États-Unis. Mais ouais, sinon, si vous voulez vraiment avoir une estimation de votre masse grasse et masse musculaire, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Et l'utilité, parce que du coup, le Dexascan, c'est un budget, c'est moins pratique que de faire sa balance connectée qui est pas fiable chez soi. Pour qui ça peut être utile? Si jamais, voilà, les gens qui connaissent pas encore bien le sujet et qui disent, ah tiens, c'est quoi ce Dexascan? Je suis curieux. À quel usage ça peut servir? Est-ce que c'est plutôt pour des personnes qui sont en surpoids et du coup, ça permet de voir où ils sont? Est-ce que c'est plutôt utile pour des athlètes qui veulent optimiser leur masse grasse? Est-ce que c'est utile pour plein d'autres use cases? C'est pas un appareil qui est indispensable. Honnêtement, c'est pas ce qui va radicalement changer le cours c'est pas ce qui va changer radicalement le cours de ta santé. C'est si tu veux vraiment aller, là, on va s'adresser au top 1% qui va améliorer sa santé. Donc, ça peut s'adresser à celui qui est en surpoids et qui veut connaître la part de masse grasse par rapport à la part de masse musculaire. Ça peut s'adresser à l'athlète qui veut vraiment réduire sa masse grasse pour gagner au niveau poids, puissance. Voilà des types d'exemples. Le Dexascan, à la base, c'était utilisé pour la structure osseuse. Donc, c'était vraiment pour le diagnostic d'ostéoporose. Ça a été, on va dire, plutôt étendu sur ce type d'utilisation. Moi, je le recommande pas en pratique courante. Je pense que ça peut donner une idée à un instant T. Encore une fois, je pense qu'il y a d'autres manières de suivre sa morphologie que via le Dexascan. Hyper clair. Et peut-être pour clore le sujet des appareils connectés, un autre appareil qui est assez à la mode aux États-Unis, qu'on voit arriver petit à petit en France, et notamment beaucoup chez les sportifs. Alors, un peu comme le Dexascan, c'est un appareil qui a été modifié de son usage initial. C'est les CGM ou Continuous Glucose Monitoring, donc les capteurs de glucose qui vont se coller un peu comme un patch derrière le bras. Qu'est-ce qu'on en pense? Quel usage ça peut avoir? Voilà, quel est ton avis là-dessus? Je trouve ça assez intéressant. Encore une fois, c'est assez novateur, hein, donc on a peu de recul là-dessus, donc très utilisé pour les diabétiques, hein, surtout. Je pense que c'est intéressant à titre individuel de s'éduquer sur comment réagit son organisme à notre type d'alimentation, en fonction de, voilà, est-ce qu'on est très fatigué, est-ce qu'on est en carence de sommeil, est-ce qu'on est dans une phase de stress, ou au contraire, est-ce qu'on est très reposé, comment on va réagir à un gros plat de pâtes, un gros burger ou même un cookie. Est-ce que derrière, si on est fatigué, est-ce que ça serait pas dû au pic de glucose? Donc, je pense pas qu'il faut le mettre en continu tout au long de sa vie et le suivre comme ça, mais je pense qu'une manière d'éducation pour apprendre à connaître son corps, 1 ou 2 semaines, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Encore une fois, ça là ne repose sur aucune recommandation scientifique, sur aucune donnée scientifique. Je pense que c'est juste à titre d'information pour connaître son corps. Je ne suis pas certain que ça change radicalement ta santé à long terme, mais voilà, vraiment apprendre à connaître son corps, sachant qu'en plus c'est très peu invasif, à l'inverse du Dexascan qui peut entraîner des complications, c'est des rayons X, etc., donc ça peut entraîner des effets à long terme. Là, c'est vraiment un capteur sous-cutané et donc c'est assez peu invasif, et donc je trouve que le bénéfice peut être intéressant par rapport au risque. Ouais. Oui, sachant qu'on a eu la discussion il y a quelques temps sur le fait qu'une étude est sortie récemment et qu'a priori, on a tous des assimilations un peu différentes pour des mêmes aliments. On va pas avoir exactement les mêmes réactions d'un point de vue glycémique, et donc c'est là où en effet la connaissance de son corps peut être amenée grâce à un outil de personnalisation comme ça. Ouais, exactement. A priori, il y a des phénotypes différents, donc c'est-à-dire il y a des typologies de réactions en fonction des individus à différents aliments. Donc il y a ceux qui vont vraiment faire un gros pic de glycémie après avoir mangé du riz, ceux qui vont faire un gros pic de glycémie après avoir mangé du pain, etc. Donc voilà, a priori, il y a des spécificités comme ça en fonction des individus. Et donc ça peut être intéressant, je trouve, de se connaître, de savoir comment on réagit en fonction du type d'aliment, en fonction du moment de la journée, parce qu'on sait aussi que ça varie en fonction du moment de la journée, en fonction des jours. Notre réaction glycémique ne sera pas la même, et donc non, je pense que ça peut être intéressant. Je ne le recommande pas forcément, mais je pense que dans les mois, années qui viennent, il va y avoir vraiment pas mal de données autour de ça. Ouais. Hyper intéressant. Et on va divaguer vers un autre sujet autour de la mesure. Alors cette fois-ci, c'est pas les objets connectés, c'est plutôt
les dosages de biomarqueurs sanguins, donc les bilans sanguins, tendance qui a explosé aux US. Il y a des très très gros acteurs là-bas, de plus en plus de gens en font. Toi, alors tu vas nous dire déjà, est-ce que dans ton entourage aux US, c'était commun? Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient faire un examen dans des boîtes comme Function Health, Superpower aux États-Unis? Ça commence à arriver un peu en France. Alors évidemment, on le porte, nous, ce sujet avec Haro, sachant qu'on veut aller beaucoup plus loin que juste le bilan sanguin, comme je disais au début en intro, sur aussi la partie accompagnement. Mais concrètement, moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà curieux de savoir aux US, est-ce que tu le voyais dans ton entourage? Et deuxièmement, de ton point de vue, qu'est-ce que ça peut permettre, justement, quel intérêt de ces bilans sanguins? Ouais, donc en effet, Function aux États-Unis, ça a été une petite révolution. Moi, je l'ai vu arriver quand j'y étais, avec plusieurs de mes proches qui l'ont fait et qui ont été relativement satisfaits de ça. Je pense que Function a révolutionné en fait l'accessibilité à ces tests sanguins qui étaient initialement pas simples d'accès, car fallait voir son médecin, ordonnance, etc. Et donc voilà, Function a facilité ce parcours-là. Et donc, ça a permis d'avoir facilement accès à ces marqueurs sanguins qui ne sont que d'autres types d'outils en complément des wearables. Ça ne va juste donner qu'une mesure à un instant T de marqueurs qui se baladent dans le sang. L'intérêt de ces marqueurs sanguins, c'est qu'ils vont aussi donner une fonction en fait de différents organes. Et donc, ça va être intéressant car on va voir le retentissement, la fonction des différents organes à un instant T, et on va pouvoir les tracer dans le temps. Donc malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a pas encore de suivi en continu de ces marqueurs sanguins-là, donc on va devoir répéter les tests dans le temps si on va avoir un suivi continu de la fonction des organes, mais il y a aussi d'autres marqueurs qui vont avoir un rôle prédictif, et donc on sait qu'en fonction de la valeur du marqueur, il va y avoir un risque qui est plus ou moins important de survenue d'une maladie chronique à long terme. Donc, si je prends par exemple la lipoprotéine A, on sait que voilà, il y a un risque qui peut être augmenté de maladies cardiovasculaires, et donc ça peut être intéressant de le doser à un instant T dans sa vie pour savoir est-ce qu'on a un risque plus ou moins augmenté de maladies cardiovasculaires. Ouais, tout à fait. Bah, tu as pris le bon exemple. Moi, c'est par exemple un des apprentissages hyper importants que j'ai eu en faisant ce type de test. C'est en effet, j'ai appris que j'avais ce facteur du LP petit a qui était plutôt élevé, qui est génétique a priori principalement. Ce que ça veut dire, c'est, alors faut pas le voir comme une épée de Damoclès, quelque chose de très inquiétant. C'est plus, il faut que je sois peut-être plus vigilant que la moyenne sur toutes mes autres marqueurs de santé cardiovasculaire, ApoB, cholestérol total, HDL, LDL, etc. Et donc, forcément, on est un peu plus vigilant sur son alimentation, etc. Sachant que ça va avoir plein d'autres impacts positifs très concrets sur ma santé cardiovasculaire, mes performances, etc. Tu parlais du coup de vision à un instant T et de fréquence. Peut-être curieux de creuser ces deux points. Alors, un premier, très pratique. Aujourd'hui, on est d'accord que la fluctuation, en tout cas des marqueurs qui sont testés dans ce type de dosage, elle n'est pas du jour au lendemain, et donc ça permet quand même d'identifier une tendance sur quelques semaines, c'est ça? Ouais, exactement. Ça dépendra du type de marqueur. Chaque marqueur va avoir, on va dire, une cinétique qui est différente en fonction de l'organe, en fonction du marqueur, en fonction de l'événement de vie. Chez quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'est pas hospitalisé en réanimation pour un problème particulier, disons que ces marqueurs-là, ils vont globalement être assez stables au cours du temps, et donc avoir un suivi tous les X mois, même parfois toutes les années, ça dépend encore une fois du type de marqueur, sera suffisant. Et donc c'est intéressant en fonction du marqueur de choisir quelle est l'échéance de suivi, quelles sont la fréquence de suivi. Mais globalement, voilà, on peut se permettre de suivre ça sur des espaces de plusieurs mois. Ouais. Ok, plusieurs mois du coup, et c'est très intéressant. Et j'ai oublié où est-ce que j'allais, mais du coup, peut-être pour ouvrir et partir sur notre sujet, parce qu'on est bientôt à l'heure. Quelles innovations? On a parlé de wearables, on a parlé de secteur au global, on a parlé des piliers, on a parlé de biomarqueurs sanguins. Finalement, en 45 minutes, on a parlé de pas mal de choses. Est-ce qu'il y a d'autres innovations qui arrivent dans le secteur qui t'intéressent particulièrement? Là, on s'est beaucoup concentré sur le lifestyle parce que c'est ce qui me semble être intéressant pour agir au quotidien. Après, dans la santé préventive, il y a d'autres choses qui sont en cours de développement. Il y a plein de médicaments qui sont étudiés pour optimiser la santé préventive, pour ralentir le vieillissement.
Ça, c'est un champ qui est en cours d'étude et en cours de développement. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a aucun médicament qui vraiment a montré une efficacité de manière bénéfique sur l'espérance de vie. Mais voilà, avec tout ce qui se passe autour des GLP-1, ces agonistes-là qui sont utilisés dans la perte de poids, le diabète, etc., il y a beaucoup d'espoir sur l'amélioration de l'espérance de vie, le vieillissement, etc. Donc, même si moi, je regarde ça d'un œil très distant et assez curieux, je pense qu'il y a encore plein de choses qui vont être découvertes autour de toute cette classe médicamenteuse. Et je pense que ça reste très intéressant. Et il y a aussi un gros boom autour de la génétique et de la modification du génome. Donc, c'est ce qu'ils appellent les CRISPR. Donc, c'est une méthode médicale qui permet de modifier la génétique et qui permet de guérir des maladies rares. Et je pense que ça va être aussi un gros champ de la médecine préventive dans les années qui viennent. Ok, hyper intéressant. Donc, la recherche médicale, la génétique. Et en effet, je disais il n'y a pas très longtemps que même les créateurs, a priori, des médicaments type GLP-1, etc., étaient surpris de, en fait, les champs d'application potentiels qu'ils allaient pouvoir avoir pour ce type de médicaments, etc. Évidemment, il y a aussi, j'imagine, des risques, et donc là, c'est tout ce qui va être étudié par les médecins et la recherche, mais ok, plein d'optimistes là-dessus. Pour clôturer, l'idée, alors on va essayer d'en faire une petite routine dans ce podcast. Ça l'est pas encore vu que c'est que le premier épisode, mais c'est de te poser 3-4 questions rapides pour parler de sujets simples et actionnables. La première question, c'est est-ce que tu as un mythe ou des mythes à démonter autour de justement la santé proactive et la longévité? Voilà, je vais pas réfléchir à cette question-là. Un mythe à démonter. Bonne question. T'en as pas une autre là? Je réfléchis à celle-là. Allez, parfait. Une autre question. Alors là pour le coup, t'as pas besoin de réfléchir normalement. C'est est-ce que tu peux nous dire, toi qui est très vigilant sur ces sujets, nous parler de ta routine santé à toi? Ouais. Donc moi, un point particulier que j'ai changé dans ma santé, c'est vraiment arrêter la caféine après 14 heures. Je trouve que ça a vraiment été un game changer, comme on dit aux US. Ça a vraiment optimisé la qualité de mon sommeil. Je me rendais pas compte au début, hein, je dormais bien, etc. Mais stopper la caféine l'après-midi, parce que la caféine, c'est à 6 heures de temps de demi-vie, donc il y a un vrai impact après sur la nuit. Ça a vraiment changé la qualité de mon sommeil et comment je me réveillais le matin. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose qui a été impactant. Et après, sinon, dans ma petite routine, c'est l'activité physique, hein. Et puis j'ai rajouté aussi de la stabilité, des exercices de stabilité et de souplesse le soir avant de me coucher. Ça me calme et ça m'aide aussi à éviter les petits traumatismes sportifs. Ok. Combien de temps tu conseilles pour que les gens se disent comment le mettre en place dans leur quotidien? C'est quoi une routine de mobilité qui marche? Est-ce qu'on a nécessairement besoin de passer 30 minutes à faire ça tous les soirs, ou toi, ça te prend combien de temps? Non. De toute façon, le principe de la routine, c'est qu'il faut vraiment pas que ce soit contraignant. Et donc, on peut déjà commencer par 5 minutes par jour, 10 minutes par jour. N'importe quelle routine, si vous la mettez en place régulièrement, même à petite dose, en fait, au fur et à mesure du temps, elle va grossir et ça va devenir vraiment impactant. Après, en fait, au fur et à mesure du temps, moi, j'y consacre 5 à 10 minutes tous les soirs. C'est mon petit temps de déconnexion juste avant d'aller me coucher, et c'est ce qui m'aide et fonctionne pour moi. Parfait. Et écoute, voilà, j'ai ta routine, j'allais te demander une habitude, mais du coup, j'imagine que c'est le café. Parfait. Et écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés dans ce premier épisode du podcast Spark. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a plu. On revient très vite. Et d'ici là, abonnez-vous, mettez un like, suivez-nous sur toutes les plateformes sur lesquelles on va diffuser le podcast. Je ne sais pas encore exactement lesquelles parce que forcément, c'est le premier enregistrement. Mais je vous dis à très vite et merci beaucoup. Merci à tous.